Les 8 cooptés sont connus et les commissions doivent d'ores et déjà travailler sur les grandes lignes devant mener à la réforme des textes, des annonces faites depuis la semaine dernière. À 10 jours du démarrage de l'afrobasket masculin, la tanière a fini de faire le plein avec l'arrivée du meneur de terrain Pierre Henry. L'équipe de Boniface Ndong s'est aussi rassurée en faisant le plein de victoires lors du tournoi de Dakar avec un gros score samedi face à la Guinée, 125-59, une expédition à Kigali qui se fera sans Takofal, définitivement forfait pour cet afrobasket. Coupe du Maire, Coupe du Sénégal, championnat, l'AS Ville de Dakar réalise le grand chelem. Ousmane Diallo, entraîneur de l'AS Ville de Dakar, pourra certainement nous donner les ingrédients d'une telle réussite. Il est également sur ce plateau de Sport à la Une. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir au coach, à notre ami l'agent de joueur Bassirou et à Salif également, que je trouve du plaisir il est partagé, sauf qu'on n'est pas d'accord sur l'FC Barcelone, c'est ça? Bon, on aura l'occasion d'en parler. Bon, bonsoir messieurs Diallo. Salif, comment allez-vous? Je vais très bien. Super. Machallah. Ok. Alors, coach Ousmane, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Merci pour l'invitation. Bonsoir, mon ami, mon frère, cher, et mon parent, Diallo. Bien sûr. Monsieur Sarro, bonsoir. Monsieur Sarro. Bonsoir tout le monde. Ça fait un plaisir d'être là. Je passe le salam à tout le monde. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci en tout cas à tous d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par l'actualité du basket avec Monsieur Diallo, Ousmane bien sûr et l'AS Ville de Dakar qui réalise, je vous le disais au sommaire, ce grand chelem après la Coupe du Maire, la Coupe du Sénégal. L'équipe de la mairie de Dakar s'offre le championnat encore devant les Duchesses. Une finale serrée remportée ce dimanche grâce à aussi beaucoup d'expérience. Score final 71-68, bouclant ainsi une saison en apothéose. Je vous propose le résumé de cette rencontre avec Pape Faraning. Pour l'AS Ville de Dakar, le club de la municipalité a battu encore le Dakar Université Club 71-68. Cette fois-ci, en finale du championnat féminin. Ce fut une rencontre serrée de bout en bout et pourtant le Duc a bien démarré la rencontre en dominant même le premier carton 13-11. Mais l'AS Ville de Dakar a changé de visage dans le deuxième carton en adoptant un pressing qui finit par payer. Avec une excellente Kadja Maïga, les Duchesses n'ont pas abdiqué. Elles sont même revenues à hauteur de l'AS Ville de Dakar dans le Money Time 66-65. Mais l'équipe de la municipalité a pu profiter des erreurs des Duchesses pour escorer et prendre l'avantage 71-68 score final. Une saison réussie pour l'AS Ville de Dakar qui réalise le Grand Chelem, Coupe du Maire, Coupe nationale et le championnat. Mais l'objectif, c'était les 3 coupes. Et on les a eus. Alors, fierté là, Voilà, coach, félicitations. Oui, merci Mme Fatou. C'est une saison remplie. C'était difficile, il faut le dire, difficile, mais alhamdoulilah. Donc, c'était pas évident de faire le Grand Chelem, gagner, je pense, permettez-moi de féliciter le Dakar University Club, qui est un grand club qui joue les grands rôles depuis un moment au niveau du basket sénégalais. Tout à fait. Et hier, il faut le dire, ils n'ont pas démérité. C'était un match très serré. Mais je pense que si Ville de Dakar arrive à cette stade à faire les résultats, c'est le travail d'une équipe. Tout à fait. Et il faut le dire, hein, honnêtement, je pense qu'il faut féliciter le président Yatma Diaw et son bureau et les directeurs techniques Moustapha Gueye, parce que c'est eux, c'est leur projet. Ils pensaient, c'est eux qui ont mis un projet de faire d'exister Ville de Dakar pour jouer les grands rôles. Donc si vous voyez bien le résultat, 2 années successives, Ville de Dakar est champion de Sénégal, c'est qui veut dire qu'ils ont mis leur empreinte dans le basket sénégalais. Donc je tiens à les féliciter. Bien sûr. En tant qu'entraîneur, mon directeur technique Tafa, mes collègues, mes assistants et les joueuses aussi, je pense.
Alors, mais permettez-moi juste, vous savez, une équipe, pour jouer certains rôles, il faut des moyens. Donc, il faut remercier les autorités qui investissent. Bien sûr. Donc, Madame le maire, le bureau de la ville de Dakar. Parce que sans les moyens, on ne peut rien faire. Hein. Rien Maintenant, faire. le sport de haut niveau, c'est les moyens. Effectivement. Donc, je pense que je tenais à les féliciter et les remercier. Alors sur les 2 matchs, parce que moi je me souviens que la semaine dernière on avait vu également une finale, hein. C'était celle de la Coupe du Sénégal. Oui. Le score était assez large, vous aviez pu pratiquement dominer tous les cartons. Qu'est-ce qui a changé entre la semaine dernière et cette semaine pour que le score se resserre? Oui, vous savez, c'est difficile de jouer 3 finales avec le même adversaire. Ouais, Et il faut le dire aussi, c'est vrai qu'il faut reconnaître que le Duc, c'est une bonne équipe. Donc la première finale, ça a été serré. On a gagné difficilement. Et on s'attendait à ça, c'est parce qu'on sait que c'est face à une bonne équipe. Maintenant, au niveau de la Coupe du Sénégal, la deuxième finale, ça s'est joué au dernier moment. Hein. Ouais. C'était serré jusqu'au 4e quart-temps où il y a eu un peu de détachement. Ok. Parce qu'on a eu plus de réussite, plus de présence au niveau défensif. Je pense que c'était ça. Mais entre Ville de Dakar et Duc, il n'y a pas 20 points, il n'y a pas 19 points. Hein. Ok. Et L'écart est- c'est au match, le 3e match, on s'attendait à un match difficile aussi. On savait que battre l'adversaire 2 fois en finale, le 3e match, ils seront obligés de venir en Bien sûr, force. bien sûr, ils vont se Donc, on révolter. s'attendait à un match difficile. Voilà, moi, quand même, on sent beaucoup d'humilité dans votre discours. C'est vrai qu'en sport, le plus difficile, c'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. Et quand même, vous, ça fait un bon bout de temps quand même que vous dominez ce basketball féminin. Vous avez parlé de moyens. On imagine qu'il n'y a pas que les moyens quand même, que derrière il y a une organisation extrêmement bien huilée. Vous avez parlé de coach Utafa quand même qui a commencé ce projet. Mais exactement, c'est quoi les ingrédients? Qu'est-ce qui a permis à l'AS Ville de Dakar quand même de détrôner le Dakar University Club pendant une si longue période? Pas compliqué. C'est juste un bon projet que Moustapha a mis en place. Donc, a démarré tout le travail. Moi, j'étais son assistant. Donc, cette année, il n'est pas là parce que par rapport aux responsabilités de la direction technique nationale, il était obligé. Donc, le secret, c'est qu'on travaille en équipe. C'est tout, il n'y a pas de chose. Et on travaille très dur. Maintenant, les résultats, ça vient. Tu sais, on peut avoir la meilleure équipe sans autant gagner. C'est Dieu qui donne, je peux dire. Mais ce qu'il faut retenir au niveau de la ville de Dakar, on travaille en famille et en équipe. Très bien. Voilà. Tout le monde met sa patte dans l'équipe. Ajouter aussi l'expérience du coach. Il refuse C'est de ça, le faire. il refuse. C'est ça. Moi, je lui rappelle tout de suite là, à mes débuts comme journaliste sportif, quand même c'était en 97, en 1997, j'étais en 2e année au CESTI, à l'école de journalisme. Il avait la sélection locale qui était opposée à la sélection masculine du Sénégal, qui devait gagner plus tard l'Afro-Basket, le dernier qu'on a gagné. Oui. Il avait malmené dans le dernier quart-temps cette équipe du Sénégal-là. En 97, il vient de me confirmer qu'en 85, il était déjà entraîneur. 85, ça fait... 90, ça fait 30 ans. 85, ça fait 37 ans. Mine de Et rien. vous savez qui est passé sous ses mains? Mar, l'un des meilleurs meneurs du basket masculin sénégalais. Quand même, c'est bon, il est humble, c'est bien. bien, c'est bien, Les ça. grandes personnes sont très humbles. Surtout en sport, il faut être humble. Mais aussi, il a mis sa Là, touche il, là a bas, sa- c'est tout. il a mis sa patte. Alors, on parle aussi d'une équipe qui commence à avoir une ossature. Ça fait un moment que ces joueuses-là évoluent ensemble. Et ce sont quand même des joueuses d'un certain niveau. Certaines, d'ailleurs, d'entre elles sont championnes d'Afrique ou sont internationales. Bon, est-ce que là, effectivement, le discours passe plus facilement avec des joueurs d'un certain niveau? Oui, vous savez, le haut niveau, c'est de bons joueurs, c'est l'encadrement technique, c'est la gestion de l'effectif, c'est le travail. Je pense au niveau de la ville de Dakar, que je maîtrise actuellement, depuis que je suis arrivé avec Tafa, je pense qu'il y a déjà un bon esprit d'équipe. Ça, c'est important. Maintenant, vous savez, qui connaît Tafa, c'est que c'est le travail, beaucoup de rigueur. Donc, en plus que, même si l'équipe n'est pas professionnelle, nous avons des statuts de professionnels. Des Donc, c'est le conditions, travail. quoi. On travaille, on évalue les gens, que ce soit, c'est la performance, je pense. En plus que, c'est vrai qu'on a une base, il y a une base de l'équipe qui est là. Structure, quoi. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des départs, on essaye de compenser par rapport au profil de joueur qui répond par rapport à la conception du jeu de l'équipe. Je pense que c'est ça. Et c'est toujours, ça revient sur les moyens. Donc, mais Maintenant, je pense qu'il y a la force de Ville de Dakar, c'est l'esprit d'équipe, c'est la gestion du groupe, c'est ça. Quand vous voyez les garçons
maintenant, avec des titres de champion, vont aller compétir sur le plan continental. Forcément, ça vous donne envie. Avec la bowl qui a été mise en place, il faut qu'on mette ça pour les filles. Parce que ce sera une récompense supplémentaire. Je pense avec cette qualification pour l'Afro-Basket, pour la Coupe d'Afrique des clubs, non seulement c'est bien pour la ville de Dakar, mais c'est bien pour le basket sénégalais. Exactement. Parce que je pense que la compétition, ça s'apprend. Donc au niveau des jeunes, au niveau des clubs. Donc il est important qu'on arrive à participer au niveau des compétitions internationales. Et ça fait longtemps, au niveau du basket féminin, le Sénégal ne participe plus. Okay. Mais je Donc pense vous allez participer? Oui, là, les dirigeants, je pense, il y a le directeur technique et le président qui travaillent sur ça. D'accord. Donc ils sont très motivés à aller représenter le Sénégal dignement au niveau de La mairie de Dakar est riche, vous n'êtes pas Ah un franc prêt. Ouais, mais tu sais, c'est un projet. C'est un projet parce que c'est pas facile de dire on va en Afrique comme ça. Mais il y a des gens, par rapport à leurs responsabilités, et puis ils travaillent sur ça. Non, c'est une boutade en fait. Je pense que c'est bien vraiment. La mairie de Dakar, c'est une institution. Puisque maintenant le rallye, là, ça s'appelle le Dakar, ça ne vient plus à Dakar. Au moins, on a une institution sportive forte à côté, qui est les deux équipes de basket, c'est bien. Je posais le débat à la maire de Dakar, mais comment se fait-il qu'il y a un rallye qui s'appelle le Dakar qui ne vient jamais au Sénégal? Bon, qui était, mais qui est parti. Qui était, mais qui ne vient plus jamais au Sénégal. Mais le basket va créer Visite Dakar. C'est bien. Non, c'est bien. Moi, je pense que c'était l'objet même de ma prochaine question. Et c'est surtout, quand même, une grande équipe a besoin d'une forte base populaire. Et la ville de Dakar, quand même, s'identifie à qui? Ou bien, qui sont les supporters de la ville de Dakar? Les populations de Dakar? Ou bien un quartier? Ou bien les employés de la ville de Dakar? Vous savez, l'équipe, la ville de Dakar, c'est tout Dakar. Hein? Parce que non seulement il y a les employés, toutes les personnes qui travaillent au niveau de la ville de Dakar supportent leurs équipes. Et je leur salue et je leur remercie au passage parce que même si c'est des centimes, ils cotisent pour l'équipe. Okay. Je pense que ça c'est important. L'autre aspect, toi tu habites Dakar. Moi j'habite Dakar. Je réside à Dakar. Nous sommes des Dakar, nous sommes obligés de supporter. Non, moi je Non, nous sommes des Dakar. C'est ça. C'est Mme Fatou, elle supporte le Dakar University Club. Hein. Ah bon? C'est des choix. Un exemple. Vous avez vu que la ville de Dakar mobilise maintenant. Parce que vous savez, une équipe quand ça marche, les gens ils viennent supporter. L'équipe de basket de Bargny ne marche pas. Ça va venir. Mais les coach, régates, non? aujourd'hui. C'est plutôt les régates, non? Oui, il y a les régates. Il y a le foot aussi. Et le basket. Alors aujourd'hui, est-ce que quand on règne autant sur le basket féminin, bon, est-ce que le plus dur, ce ne sera pas de maintenir en fait cette motivation, cette envie de gagner par rapport aux années à venir? Parce que bon, c'est ça aussi le challenge, comme disait Cher, arriver au sommet c'est bien, mais s'y maintenir c'est encore plus dur. Je l'ai dit hier après la finale. Nous sommes arrivés au niveau top, au niveau national. Mais pour y rester et confirmer, il faut encore travailler très dur. Ouais. Ah, bon, il y a Ça, déjà nous sommes 2 titres de conscients de ça. championne. Hein? Ouais, il faut. C'est pas mal, hein? C'est ça. Quand tu veux rester longtemps, il faut que tu travailles très dur. Tout à fait. Et ensuite, avoir aussi des ambitions pour y rester encore. Tout à fait. Je pense que ça, c'est clair. Et puis, notre confrère Morbassi nous signale que la ville de Dakar allait participer cette saison à la Coupe d'Afrique des clubs, mais que la FIBA a annulé la compétition à cause de la Covid-19. Okay. Que l'Égypte, Mozambique étaient donc désignés pour abriter ce D'accord. tournoi. Donc le projet sera réactualisé pour la prochaine saison. Oui, Et ça, c'est parce une bonne que chose, déjà, on nous parle de Tunisie au mois de novembre. Ok. Mais je pense, c'est ce que j'ai dit. Nous, nos souhaits, si c'était même possible d'organiser à Dakar, on prend l'organisation. Mais aussi, Et pourtant, vous l'avez, je pense... on ne peut pas avancer parce que ce n'est pas de notre ressort de décider. L'État n'a pas suivi. De décider. Donc, Très bien. il y a des gens qui décident sur ça. Ouais. Mais je pense que le directeur technique Moustapha est en train de travailler sur ça avec le Ouais. président. Alors ça, Ils sont très motivés pour ça. Oui, pour parler un peu sur la participation de nos équipes africaines à ces compétitions internationales. Je pense que c'est quand même un plus. Hein. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'adversité par rapport, par exemple, à ces finales. On a vu ce qui s'est passé entre Dakar University Club et l'AS Douane. C'était une petite surprise. Là, l'ASVD qui va aller aussi participer à une Coupe d'Afrique.
Ça va rajouter un peu de piment. C'est fondamental, c'est fondamental. Je pense que les gens, c'est dans la compétition qu'on progresse. C'est dans la compétition qu'on voit, aussi bien en football qu'en basket, surtout en basket depuis plusieurs années maintenant, nos clubs ne y vont pas. Cette année, l'AS doit aller à la Basketball African League, c'est bien. Je pense que ça doit être la continuité avec les sélections nationales. Mais si un basketteur ou n'importe quel sportif ne va pas dans des compétitions de haut niveau, il y a beaucoup de changements par rapport aux compétitions domestiques. Et c'est bien que l'AS Ville de Dakar ait pris cette option-là de pouvoir faire voyager et de pouvoir participer aux compétitions. Maintenant, mais il faut le dire, hein, là, au niveau de la compétition internationale, je pense que c'est très important et il faut féliciter la fédération sur ça. Cette année, nos 2 équipes juniors ont participé à l'Afro-Basket de l'Égypte. Les filles et les ont été médaillées de bronze. Les garçons ont été deuxième et ont participé au championnat du monde récemment. Ils étaient jusqu'à quart de finale contre les États-Unis. Je pense que quand on commence à participer au niveau des jeunes, l'AS Douane va au bowl. L'année prochaine, DIC est qualifié. La ville de Dakar va au championnat. Je pense que si on arrive à être présent dans les grands rendez-vous, les compétitions, c'est ça l'avenir du basket. Tout à fait. Parce que la compétition, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et quand même, Salif a souligné tout à l'heure votre parcours, votre expérience. Dans ce basketball sénégalais, quand même, souvent on déplorait le fait qu'il n'y ait pas de relève digne de ce nom. Vous, au niveau de l'AS Ville de Dakar, avec ce projet que vous avez mis en place, est-ce que vous vous investissez sur la formation des jeunes notamment? Oui, vous savez, la Ville de Dakar, si vous suivez bien au niveau de la petite catégorie, il y a toutes les catégories qui fonctionnent, le mini-basket en junior. Donc au niveau régional, je pense que nous sommes présents partout, finalistes chaque année ou gagnés, on domine même au niveau de la catégorie junior. Il y a d'autres clubs aussi qui forment, mais le problème maintenant, sport, ce n'est pas un problème de former, c'est un problème d'organisation et d'ambition et de moyens. Vous pouvez être à l'AS fonctionnaire, vous formez le gamin, il arrive en senior. S'il n'y a pas les moyens, il est obligé de changer de club, parce que c'est le social. Nous sommes à une période où maintenant, pour retenir le joueur, il faut quelque chose. Parce qu'il doit vivre. Donc, maintenant, si les clubs qui n'ont pas assez de moyens, ils ne pourront pas garder certains joueurs. Mais la formation existe, c'est vrai qu'on doit y travailler encore. Mais à Bob, on forme de très bons joueurs. Mais quand tu arrives à un certain niveau, si tu demandes, si tu n'as pas ce que tu veux, tu as des propositions, tu es obligé de changer de club. Vous avez des produits purement AS Ville de Dakar ou bien ce sera dans quelques années? Bon, je pense que l'AS Ville de Dakar a formé autant. Si je peux vous donner des joueurs qui ont fait des mini-baskets. C'est important ce qu'il dit. Non, ce qu'il dit. Est-ce que dans l'équipe A, par exemple, l'AS Ville de Dakar, il y a des joueurs qui ont été formés par l'AS Ville de Dakar? C'est ça que il y a des joueurs qui sont dans l'antichambre. Non, c'est ça, c'est ça que je dis. L'AS Ville de Dakar, l'année passée, les meilleurs joueurs ont été formés au niveau du club. Je vous donne le cas de Tchène et Marim Diop. Ok, d'accord. La fille Raki Diallo, qui est partie au Duc, a été formée au niveau de l'AS Ville de Dakar. Il y a la formation qui existe. Très bien. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la gestion de la petite catégorie. Les clubs qui existent en petite catégorie, c'est là où on parle de la formation. Mais en niveau senior, c'est des marchés. Hein. Je peux être bien formé au niveau de la Ville de Dakar, j'ai une proposition au Giraffe. C'est ça. Mais la formation existe. Si vous allez aux parcelles, il y a toutes les catégories qui existent au niveau de la Ville de Dakar. Et les gens investissent beaucoup pour la petite catégorie. Coach, vous restez avec nous parce qu'on va commenter un peu aussi l'actualité de l'équipe nationale senior avec ce tournoi qui vient de s'achever à Dakar et le Sénégal qui affiche un effectif complet avec Gorgui Sy Dieng arrivé en milieu de semaine après un rapide aller-retour aux États-Unis et ce meneur tant attendu par le sélectionneur national Pierre Henry qui a lui également joué samedi. Les Lions d'ailleurs ont explosé la Guinée-Conakry s'imposant 125-59, soit un écart de 66 points pour le dernier match de ce tournoi. Les Lions qui ont fait un carton plein pour cette compétition organisée à Dakar par la Fédération sénégalaise de basketball afin de leur permettre de se mettre en jambes à une semaine du démarrage, une semaine 10 jours du démarrage de l'Afro-Basket masculin. Mamadou Ndiaye. Plein pour les Lions lors de ce tournoi de Dakar. Après le Rwanda et la sélection locale, les hommes de Boniface Ndong ont enchaîné une 4e victoire devant la Guinée, 125-59. Mais cette fois-ci avec l'effectif au complet.
Une première dans ce tournoi. Pour nous, c'était un peu être dans la mentalité maintenant de l'afro-basket. Le meneur tant attendu, Pierre Henry, a participé à cette belle victoire avec 9 points, 4 rebonds en 12 minutes. J'apprécie beaucoup them giving it everything they got, accepting everybody for their mistakes. Les joueurs donner tout ce qu'ils ont sur le terrain et accepter aussi les erreurs des autres. And as you see, man, we all want to win. Like that's. Nous voulons tous gagner. We don't accept nothing else. So just to have that mentality. Nous devons avoir cette mentalité. It's a challenge. Sous l'impulsion de Gorgui Sidjan, revenu des États-Unis. 25 points dans cette rencontre, les Lions ont corsé leur avance avec 42 points inscrits dans le troisième carton. 11 points du pivot sénégalais dans ce seul carton. Le Sénégal a un objectif clair, la conquête du titre continental, comme le rappelle le sélectionneur Boniface Ndong. C'est pour ça que le message que j'avais pour les joueurs, c'est qu'aujourd'hui on joue comme si on était à l'afro-basket. Je pense que les joueurs ont répondu. Donc, c'est pas pour manquer de respect à la Guinée, mais bon, j'essaie de jouer un peu. Tu vois, les possibilités que j'avais, c'était mon dernier match pour faire les réglages, donc j'ai joué toutes mes forces aujourd'hui. L'Afro-Basket 2021 se tiendra au Rwanda du 24 août au 5 septembre 2021. Merci Choromba Ndiaye, un Ndiaye pour en cacher un autre. Alors, on va parler justement de cette équipe nationale. Oui, alors coach, c'est vrai que pour Boniface, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu des allers, des retours. Même dans son staff, il y a eu des allers-retours. Bon, je me moquais un peu d'eux en disant que bon, c'est un peu l'inconvénient d'avoir que des expatriés. Ils sont tous aux États-Unis, il faut qu'ils règlent leur contrat. Ngagne est parti et revenu, Gorgui est parti et revenu, Pierra, on l'a attendu. Maintenant, le groupe est au complet. Est-ce que vous avez compris en fait le fait que le coach fasse focus en fait sur ce meneur de jeu? Parce que c'est quand même un des débats un peu autour de cette équipe nationale. Oui, mais pour moi, je pense que ce n'est pas un débat. Les gens, ils parlent comme ça, mais c'est des choses qui existent depuis longtemps. Bengali Kaba a quitté le Sénégal pour aller jouer pour l'équipe de France. Un Américain qui vient, qui joue pour le Sénégal. Ouais. Fatki Ndiaye a joué pour l'équipe de France. Je pense que le problème de naturalisation, ça a toujours existé. Et Boniface, il fait des choix, il fait son choix en tant qu'entraîneur. C'est des postes importants. Je ne dis pas que les autres, ils ne peuvent pas le faire. Mais le choix de l'entraîneur, il faut le respecter. Au basket, il y a deux postes importants. C'est le meneur et l'intérieur, le poste. Il faut un bon intérieur, il faut un bon meneur. Et quand on veut gagner, quand on veut aller en truc, on essaye de prendre le maximum possible. Il a fait un choix sur lui, donc je pense que c'est normal. Mais je vous dis, c'est un très bon groupe. Il y a un très bon groupe, de très bons joueurs. Je pense que le Sénégal, c'est vrai que le Nigeria et la Tunisie dominent l'Afrique. Mais je pense que cette année, le Sénégal aura son mot à dire. Le Sénégal peut faire quelque chose. Il faut que les gens soient derrière l'équipe. Je pense qu'il y a des possibilités de faire parce qu'il y a un très bon groupe. Cher, faire intervenir Cher juste sur cet aspect-là, parce que c'est vrai que, bon, entre confrères, on en a un peu discuté. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à un match. C'est Sénégal contre la sélection locale. Et on a vu un Thierno Ibrahimagnan, donc meneur du Duc, qui a fait apparemment une très belle saison. Bon, être brillant même sur ce match. Et ça a créé un peu de débat parce que les gens se sont dit, mais pourquoi pas Thierno bon, voilà, après, il y a eu Clévin Nana aussi qui a été avec le groupe, qui a fait de belles performances. Mais le sélectionneur, lui, dans son discours, il a l'air d'être assez sûr de lui. Celui qu'il lui faut, c'est ce joueur-là, le Pierra Henry. On découvre. Je pense que le coach l'a bien expliqué. Je pense que les entraîneurs, ils tournent tout autour de leur meneur de jeu. Et ils veulent qu'il soit expérimenté. Il y a des qualités qu'ils recherchent, peut-être qu'ils ne trouvent pas chez les uns et les autres. Celui qu'on croit bon, alors que lui, il n'entre pas dans sa philosophie de jeu. Je pense que souvent c'est le cas. Et puis, c'est pas la première fois. Je me rappelle, lors du tournoi de zone 2 qui s'est déroulé il y a 3 ou 4 ans ici, il y avait l'arrière, Lamine Samb, qui avait été exceptionnel, qui a qualifié pratiquement l'équipe.
Mais après, il a sauté parce que l'entraîneur a fait appel à un joueur, comment il s'appelle, un binational. Et c'est malheureux, mais bon, quand même, c'est le choix de l'entraîneur. C'est les choix de coach. Et je pense que quand même, pour une grande équipe comme le Sénégal, je pense qu'il a besoin d'un très bon bonheur de jeu, surtout que ceux qui sont là. Qui a fait une belle impression d'ailleurs sur ce match-là. Le seul match qu'il a eu à jouer. Il est arrivé, je pense, la veille, mais il a été. Surtout que, par exemple, si on prend l'exemple de Tierno, ça fait une décennie qu'il est là, quand même. D'accord. C'est vrai que c'est un bon joueur, mais est-ce qu'il a l'étoffe d'un titulaire? Très bien. Alors, mais Manfred, excusez-moi, permettez-moi de féliciter Tierno parce qu'il a été parmi les meilleurs cette saison. Il a fait une excellente saison avec le Duc. Mais je pense que c'est différent. On peut être meilleur, ne pas être dans la conception du jeu de l'entraîneur. Chaque entraîneur avec sa conception. En plus, maintenant, en équipe nationale, en sélection, en équipe, c'est des choix. C'est des choix par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ta conception. Mais ça ne veut pas dire que Tierno n'est pas un bon joueur. C'est un très bon joueur. Il a fait une excellente saison et je le félicite. Mais je pense que Boni a fait son choix par rapport à sa conception du jeu. C'est juste ça. De toute façon, Boni, entre guillemets, on le jugera à la fin de la compétition parce qu'il l'a dit. L'objectif, c'est de gagner l'Afro-Basket. C'est l'objectif qui lui a été assigné. On verra bien à la fin de cette Afro-Basket. Une petite minute. Est-ce que les gens ne font pas des erreurs par rapport aux objectifs qu'on fixe à ces sélections nationales? On a perdu un grand technicien qui s'appelle Cheikh Sarr avec l'équipe de basket féminine là ici. Tous les gens qui suivent un peu le sport savaient que cette équipe était en transition. Il y avait beaucoup de dames, je n'ose pas parler d'âge, mais quand même, c'est ça, qui ont beaucoup d'expérience. Il fallait renouveler. On l'a sorti, Tafa est venu en tant que directeur technique national. D'ailleurs, Tafa est dans cette politique. Boniface, s'il ne fait pas, bon, on espère, on touche du bois qu'il va gagner. S'il ne gagne pas, est-ce que ça sera la fin du monde? Quand même, la Tunisie, et le Nigeria, et là, le Cameroun, c'est pas mal. Bon, en fait, les gens, ils se trompent pas d'objectif en fixant des trucs. On oublie que les autres existent aussi. Et en plus, j'ai l'impression c'est vrai qu'il y a quelques anciens dans ce groupe, mais c'est un nouveau cycle. C'est vrai, c'est un nouveau cycle qui commence. Et de jeunes. Il a été un immense joueur, Boniface, mais c'est son premier Afro-Basket quand même. Effectivement. Mais vous savez, chez les garçons comme chez les filles, c'était une obligation de faire des rattations par rapport à l'effectif. On ne peut pas continuer avec les mêmes. Mais aussi, on ne fait pas une coupure totale. Il faut faire des rattations, ramener certains jeunes, mais il faut laisser aussi des anciennes pour accompagner l'équipe. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec les garçons comme les filles, mais je pense que Boniface aussi, c'est pas parce qu'il est là, c'est juste pour gagner l'Afro-Basket. Il est là pour, je pense, pour travailler. Il faut le laisser travailler maintenant. Et puis après, les meilleurs résultats vont venir. Mais on ne va pas les juger sur l'Afro-Basket. Non, mais bon, c'est lui qui l'a dit. Mais aussi la préparation, bon, je sais plus, on ne peut pas dire que quand on a rencontré des foudres de guerre, c'est vrai que quand on tape la Guinée avec plus de 125 points même, on se dit que est-ce qu'on a joué les bons sparring partenaires? D'ailleurs, en parlant, le Sénégal... Ce qui était important pour l'équipe, c'était de trouver des matchs dans les jambes. C'est vrai. Et c'est pas facile à cette période de trouver des équipes par rapport aux... Vous connaissez les conditions de déplacement. Pour avoir des équipes pour les déplacer, c'est pas facile avec cette pandémie. Mais l'équipe, ils ont raté les Jeux Olympiques. Les Tekio, ils les ont ratés pour Zaïre par rapport au Covid. Ils commencent à travailler à Dakar. Ils ne peuvent pas rester sans jouer. C'est vrai. Donc l'important c'était de trouver des équipes pour jouer, pour avoir des matchs dans les jambes avant l'Afro-Basket. Et je pense que ça a été très bénéfique. Ça permet à l'entraîneur de voir beaucoup de choses par rapport au travail. C'était bénéfique. J'ai entendu Gorgui dire qu'un seul match vaut que 100 entraînements ou 50. Donc c'est juste pour dire que bon. En tout cas, il y aura un dernier match amical qui se jouera normalement à Kigali. Ce sera contre le Kenya. Tako Fall ne sera pas donc de la partie. L'info a été confirmée par le sélectionneur puisque bon, pour des raisons administratives, il ne peut pas quitter le territoire américain. Et puis Georges Niang aussi, qu'on attendait, mais qui finalement ne sera pas là. Ça aurait été un atout de plus. Ouais, un vrai joueur NBA, très bon shooter à 3 points. Je pense qu'il s'est même engagé avec les Sixers de Philadelphie, avec Joel Embiid. On aurait bien aimé l'avoir avec nous parce que quand même les tirs primés au Sénégal,
Des fois, ça fait défaut. Et depuis Malais, on n'a pas ce shooter exceptionnel, attitré. Et là, avec Georges, c'était l'occasion. Malheureusement, il n'est pas là. Mais on espère que ça ne sera que partie remise. Très bien. En tout cas, on va prier aussi pour que l'équipe puisse partir à Kigali sans qu'il y ait de cas Covid. Parce que c'est aussi l'une des obsessions, en fait. En ce moment, c'est voilà l'une des grosses peurs. Parce que avec les contacts, même quand vous alliez à Dakar Arena, vous vous rendez compte qu'à tout moment, en fait, les gens peuvent choper ce virus-là. Parce qu'il y a quand même un minimum de contacts obligatoires. Donc, on va croiser les doigts. Et puis, comme vous l'avez dit, coach aussi, sur le plan africain, et Salif l'a aussi souligné à juste titre, il y aura quand même du répondant. On parle beaucoup du Nigeria, on pense aussi à la Tunisie, on pense même aux équipes voisines, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Le Mozambique. Ouais, donc ce ne sera pas une partie de plaisir. Non, ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. C'est vrai qu'il y a Nigeria qui domine la Tunisie, mais je pense qu'il y a d'autres équipes. Parce qu'au niveau du basket africain, beaucoup de pays ont progressé. Donc il peut y avoir des surprises. Mais moi, de toute façon, de mon côté, je suis confiant pour mon équipe et je sais qu'il y a un très bon groupe. Maintenant, c'est que tout le monde soit derrière l'équipe, prier pour l'équipe faire les meilleurs résultats, je pense. Il faut accompagner l'équipe, c'est important. Mais il y a un très bon groupe, je pense. Et j'y crois, On peut faire une très bonne prestation, je pense, à l'Afrobasket. Coach, vous restez avec nous et très rapidement, on va commenter aussi une petite actualité qui nous concerne, Salif et Cher. C'est bien sûr la réélection à la tête de l'Association nationale de la presse sportive de notre confrère, Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef de Sud Quotidien, un deuxième mandat de 4 ans. Pour Abdoulaye Thiam, à qui bien sûr nous souhaitons bonne chance. On parle beaucoup des chantiers des autres. Peut-être dans la corporation, il y a aussi des chantiers. Oui, il a lancé, il a parlé d'un chantier du social. Aider les journalistes les journalistes sportifs à avoir un toit, c'est quelque chose d'extraordinairement important. On sait qu'il y a beaucoup de précarité dans notre emploi actuellement. Développer le côté social. Bon, je pense qu'il faut voir dans quelle mesure les gens peuvent aider à ce que des journalistes puissent créer des entreprises de presse, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut penser à ça. Mais déjà, le social, je pense qu'il a fait un très très bon boulot. C'est quelqu'un de très très disponible, quelqu'un d'agréable qui écoute, même si les gens ne sont pas forcément d'accord, mais qui a l'honnêteté, le courage et le respect surtout de t'écouter. C'est pourquoi il était le seul candidat à sa succession. Et puis c'est réélu par acclamation. C'est ça. Faut le souligner. Alors, sans transition, on va parler à présent de football avec ce tirage au sort forcément attendu demain à Yaoundé pour les poules de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Ce sera en 2022, mais on a gardé le patronyme Cameroun 2021. Le Sénégal qui est logé dans le chapeau 1 en compagnie du pays organisateur, le Cameroun, de l'équipe championne en titre, l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et du Nigeria. Les équipes que les Lions sont sûrs de ne pas rencontrer au premier tour, mais nous nous sommes amusés à anticiper sur ces moments toujours attendus. Quelle probabilité de tirage? Réponse avec Momodou Ndiaye. Des voisins et un grand d'Afrique, c'est à quoi doit s'attendre le Sénégal en phase de poule de la CAN Cameroun 2022. Une forte probabilité vu la composition des 4 pots. Le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, et ses 5 poursuivants directs, l'Algérie, tenant du titre, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria, ainsi que le pays hôte, le Cameroun, sont tous dans le même pot. Ces équipes ne pourront pas donc se croiser en phase de groupe. Pour autant, les Lions peuvent se retrouver à affronter soit le Ghana, soit l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso ou la Guinée, tous logés dans le pot 3. Autre forte probabilité, les Lions peuvent croiser le fer avec un de leurs voisins après la qualification des équipes ouest-africaines. La Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Cap-Vert étant dans le pot 3. Voisine encore plus proche, la Gambie, logée dans le pot 4, peut être aussi un adversaire des Lions. Verdict ce mardi à Yaoundé, 18h temps universel. Voilà, donc bon, on peut pas trop se prononcer. C'est vrai qu'un tirage, il faut l'attendre pour pouvoir en juger, mais quand même, c'est vrai que quand on regarde la composition des pots, comme le disait Momodou dans cet élément, on peut s'attendre à rencontrer une grosse équipe d'Afrique et aussi avoir des derbys contre des voisins qui sont tout près. Oui, mais qu'est-ce que tu appelles grosse équipe? C'est ça. Bon, il y a dans le pot 2, vous avez le Ghana, vous avez l'Égypte, vous avez la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. Oui, en fait, les équipes africaines ont tellement progressé
Je ne dis pas, effectivement, il y a des équipes supposées être les favoris. On les connaît, l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Le Burkina un peu moins. Mais moi, je me méfie. Je me rappelle bien de 2012, ce qui nous est arrivé. Quand on a fait le tirage au sort, mais tout le monde les doigts dans la main, ah ben non, au moins, au pire des cas, on est en quart de finale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu 1-2, 3 fois. Donc, le meilleur tirage, c'est le tirage qui nous permettra d'aller très très loin. Bon, je peux m'amuser à prendre le Burkina Faso parce que ça nous réussit souvent, le Burkina, ainsi de suite. Je ne veux pas rencontrer au premier tour nos voisins parce que tu perds trop d'influx nerveux. Et puis, maintenant, ce n'est plus 6 matchs pour gagner. Il faut 7 matchs. Donc, il faut, qui veut aller loin, ménage sa monture. Je pense que le Sénégalais a besoin de monter en puissance. On sait qu'on fait partie des, quoi qu'on dise, on est considéré comme faisant partie des favoris. Certains disent le favori. Moi, je préfère dire qu'on fait partie des favoris. Certains disent on fait partie des outsiders. Oui, on peut le dire. Mais je pense que, aujourd'hui, on doit craindre personne, mais on doit respecter tout le monde. Moi aussi, je respecte. Quand tu es première nation en Afrique, tu ne peux être que favori. C'est clair. Mais je respecte beaucoup nos voisins qui ont extrêmement bien progressé. La Gambie, c'est une équipe qui a de la gueule, qui a une très belle nation. La Guinée-Bissau, on a souffert. Les gens oublient ici. On a souffert pour les battre. Aussi bien ici qu'à Bissau. La Mauritanie paraît un peu plus faible, mais ils ont beaucoup progressé. Ça sera le match de leur vie. C'est comme nous contre la France en 2002. Il y a un match déjà annulé. Donc, je préfère éviter les voisins. Ça va être difficile quand même. Non, je prendrai. Quand on a parlé, moi je prends le Sénégal. Je le mets en même temps que le Burkina Faso. Je prends la Sierra Leone ou le Zimbabwe dans le pot 3. Ensuite, je prends le Soudan ou le Malawi. Surtout le Malawi, parce que le Soudan, je pense, est sur un cran un peu supérieur au Malawi. Donc, je pense que sur le premier tour, avec une victoire et un match nul, je suis qualifié pour les huitièmes de finale. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, quand même, parce que ce premier tour de Coupe d'Afrique, je trouve que c'est une séance d'échauffement. C'est vrai, sauf catastrophe, quand même. Le Sénégal, au pire des cas, peut finir meilleur troisième. Et si tu finis meilleur troisième, tu peux aller au bout. On l'a vu avec le Portugal. Parce qu'au deuxième tour, c'est un autre tournoi qui commence. C'est ça. Ouais, je pense que le Sénégal peut rencontrer n'importe qui au premier tour. Mais l'essentiel, je pense, c'est de bien préparer ces matchs, de les jouer avec sérieux, tout en sachant que le vrai tournoi commence à partir des huitièmes de finale et il faudra y être. Tout à fait. Alors, Bassirou, vous avez des préférences? Je vous rappelle. Préférences, non, moi je suis prudemment optimiste. Donc, prudemment optimiste, oui, comme disait Salif. Donc le foot n'est pas une science exacte. Il faut respecter tout le monde et ne craindre personne. Je crois que c'est tout résumé. Donc là, on ne peut pas se prononcer là-dessus tant qu'on n'a pas. Pour moi, on a parlé tout à l'heure des pays voisins. Donc du coup, les pays voisins, moi je crois que ce sera même plus difficile. Exactement. Voilà, c'est mon avis aussi. Voilà, c'est ça. Donc je crois qu'il faut jouer tous les matchs comme des matchs de finale. Donc, pour arriver au bout. On est premier classement africain, je crois. Donc je crois qu'on doit encore le prouver. Je crois que cette fois-ci, pour aller loin et prendre cette coupe. Totalement. On ne se met pas la pression. Une seule bonne victoire, 3 buts d'écart par exemple, face au Petit Poussé. Ça t'assure déjà une place de troisième, de meilleur troisième. Déjà avant de jouer déjà à la finale, je crois qu'il faut déjà gagner les matchs de poule. C'est ça. Mais si tu en gagnes un, tu es au deuxième tour. Si on gagne tous les matchs aussi, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est mieux. C'est encore mieux. C'est mieux. Mais le fait que tu peux gagner les 3 matchs, faire sortir. Oui, tout à fait. Ce qu'on a vu au huitième, c'est arrivé. C'est une compétition. Oui, c'est clair. C'est une compétition. Rien n'est garanti, mais quand même, je pense que l'équipe a besoin de monter en puissance. Parce que les gens oublient une chose. Il y aura un problème qui va se poser dans la tête de nos joueurs. C'est en janvier, la CAN là. C'est pas en juillet. C'est pas la fin de saison. On est en pleine saison. Et les joueurs vont devoir négocier avec les entraîneurs qui vont venir. Et puis, certains de nos stars sont des piliers de leur équipe. Notre colonne vertébrale. À part, on se pose des questions par rapport à la situation d'Idrissa Gana Gueye. Mais sinon, tous les autres, c'est des piliers de leurs équipes. Comment ils vont négocier leur arrivée en sélection? Et ensuite, il n'y aura pas de négociation, a priori, ce sera acté. Non, c'est acté. Les lois, non, ils ont le droit avec eux. Mais on sait comment ça se passe. C'est leur vie, leur carrière qui dépendent de leur. C'est leur club qui paye. C'est vrai que l'équipe nationale, c'est très important.
Ils ont envie de gagner une CAN dans leur carrière. Mais il y C'est aura la vrai qu'il y a, pression. ouais, cette donne, Il y aura la ça pression change des un clubs. peu, On ne joue pas en calendrier. juillet, c'est en janvier, février. Et sinon, moi, c'est là-bas, on ne gagne pas les titres, mais on peut le perdre, surtout en Angleterre. Tout à fait. Effectivement. Alors, en tout cas, par rapport au chapeau, juste vous donner une précision. En fait, la CAF s'est appuyée sur le baromètre mensuel de la FIFA, donc publié au 12 août dernier, pour donc faire ces chapeaux. Comme quoi, ça a quand même un intérêt de rester première sur le continent africain. Ça nous évite de rencontrer tous ces cadors. Donc, comme vous le voyez dans le chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, il y aura quand même de l'adversité, et surtout nos voisins ouest-africains qui se sont tous qualifiés pour cette Coupe d'Afrique. Alors donc, demain, tirage au sort, ce sera à 17h, donc temps universel, et à 18h, on sera déjà fixé sur nos adversaires. Alors, on peut aussi croiser les doigts, Salif, parce qu'a priori, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sénégal devrait recevoir ici, même si jusqu'à présent, il n'y a pas eu de communication officielle. Bon, il n'y a pas de communication de la part de la Fédé sénégalaise de football, mais on sait les pays qui ne vont pas recevoir. Donc le Sénégal ne fait pas partie de ces pays qui ne vont pas recevoir. Mais bon, c'est vrai que notre ego peut être égratigné. Mais est-ce que nous, on ne serait pas mieux pour nous d'aller jouer au Maroc contre des adversaires supposés faibles? Parce que le terrain là, ce n'est pas des dimensions maximales. Donc, ce terrain-là, il est facile de défendre. On a vu ce qui s'est passé avec les Swatini. On oublie contre le Cap-Vert. Quand on gagnait, on a gagné sur 2 balles arrêtées. C'est vrai, on a bien déroulé contre la Zambie, on était à l'aise, il n'y a pas de problème. Même si la coupure de courant après nous a coupé les champs. Mais ce stade-là, il est facile de défendre. Moi, je suis convaincu que sur une bonne pelouse, il n'y a pas photo entre le Sénégal et ses adversaires. Les éliminatoires, mais dans un stade comme ça, ça peut être... Le stade peut favoriser l'adversaire. Alors Bassirou, oui, votre ego en a pris un coup par rapport à cette homologation qui a tardé. Oui, tout à fait. C'est le Sénégal quand même. Oui, c'est le Sénégal. Ce que je disais, j'étais invité la dernière fois sur notre plateau de la place, on parlait du problème des infrastructures. Ça revient à ce que disait Salif tout à l'heure. Je crois qu'on est un pays de foot, on est un grand pays, un pays de Sadio Mané, de Ghana et Koulibaly. Donc je crois que quand même on mérite mieux quand même d'avoir des terrains dignes de ce nom, des stades dignes de ce nom, au moins pour jouer nos matchs ici. Donc, moi je suis de ceux qui pensent aussi qu'en fait, on va jouer peut-être sans notre public quand même, mais l'idée de Salif, c'est que jouer dans ces conditions-là, est-ce que ça va nous favoriser Ouais. J'ai entendu le doyen Ladio, je crois que je l'avais déjà dit ici quand même. Et pire, on va jouer à 16h. En septembre à 16h à Thiès. Je ne sais pas qui a pris l'agenda là, de l'horaire, 16h. Je crois que c'est la CAF. Non, ça c'est la CAF. C'est la CAF, et déjà le 1er septembre. C'est-à-dire le week-end, les gens arrivent à peine, ils vont devoir jouer le match contre le Togo, et ensuite on enchaîne. Bon, c'est aussi le fait d'avoir tout regroupé. Donc là, il ne faut pas chercher d'excuses. En juin, on était supposé démarrer ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis il y a eu tellement de stades non homologués que la CAF a dû décaler donc, cette compétition. On veut les droits pour toutes les équipes. Et puis on veut du spectacle. La preuve pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, ce sont les joueurs sénégalais qui ont plutôt fait la publicité pour amener toutes les télévisions étrangères à acheter ça. Le paradoxe, on n'a pas un stade top, mais nos joueurs sont utilisés pour faire de la publicité pour les plus grandes compétitions africaines. Vous voyez un peu la différence. Mais 16 heures, vraiment, je ne sais pas, mais 16 heures, ça nous arrange. Il fait chaud, Il fait extrêmement chaud à Thiès à 16 heures. Un petit mot sur Sofiane Diop, puisqu'on est en équipe nationale, cette nouvelle qui est en train de faire ce chemin. Des rumeurs. Il y a quand même pas mal de médias qui ont c'est vrai qu'après... Mais on m'utilise toujours, on me donne toujours le conditionnel. Moi, on me dit que c'est un journal marocain qui l'a écrit, après cité par RMC, cité par... En fait, oui, Sofiane Diop, aujourd'hui, il a le choix entre le Maroc et le Sénégal. À son poste, avec tout le respect que je lui dois, ce n'est pas à son poste où on a des problèmes. C'est peut-être le poste d'arrière droit. On a un problème de doublure pour Sabali. C'est pas à son poste. Il est bon, il est jeune. Salif, non, on n'est pas d'accord. On est dans la période des rumeurs. Oui, mais le carton n'est pas encore fini. Je ne dis pas que ça ne sera pas en plus. Mais là où on a des difficultés pour moi aujourd'hui, c'est un meneur de jeu axial. Un arrière droit, ça oui. Il est capable de. Oui, il est capable de jouer. Oui, c'est un bon prospect. C'est un bon prospect. Il a fait une très bonne saison l'année dernière. On attend qu'il confirme cette année.
On attend. C'est un très bon prospect. Il est en train de... Oui, il est très bon. Mais c'est pas là-bas où on a le plus... Je préfère qu'il joue pour le Sénégal. Peut-être qu'on anticipe aussi. Hein. Oui, Il faut qu'on prépare aussi l'avenir. Hein, non, c'est clair. Mais parce qu'on n'a pas de problème. Non, mais parce qu'il y a un gros mais. Il ne faudrait pas qu'on dépende des binationaux. C'est vrai que c'est des Sénégalais qui sont nés à l'extérieur. On n'a qu'à travailler sur le plan local. Quand même, on oublie qu'on a John Lopi qui joue à Reims. Peut-être il est moins, c'était pas un binational, il est né ici, il a joué ici, mais c'est un gosse qui a beaucoup de qualité. Le jour où il va commencer à jouer titulaire régulièrement à Reims, on va voir un joueur de haut niveau. Je pense qu'on a tendance à négliger ce qui est produit ici, mais on a quand même... Oui, on a de la matière. Il y a une flopée quand même de binationaux, on ne parle pas d'eux, mais quand même, Sofiane... Il est très bon. Même en l'état actuel de la situation, je pense que la France même risque de griller la politesse au Maroc. Parce que quand même, il est extrêmement performant ce début de saison, Sofiane. Et tu parlais tout à l'heure de non-joueurs, et je me dis, est-ce qu'il n'est même pas en train de barrer la route à Crépin Diatta, à Monaco même? C'est pas le même poste. Non, mais c'est pas le même poste, mais c'est pas le même poste, mais quand même, si l'entraîneur le privilégie dans son organisation, ça peut porter préjudice à Crépin Diatta. Parce que de l'autre côté, il y a Gerson, il y a également Golovin qui joue plutôt à son poste. Et en ce début de saison, c'est plus Sofiane qui joue. Donc Crépin a eu des pépins physiques aussi. Exactement, c'est ça. Au début avec... Ouais, bien sûr. Non. En tout cas, j'ai pas donné l'info parce qu'on a parlé de rumeur. En fait, l'info, c'est que Sofiane aurait donné son accord pour jouer avec le Maroc plutôt qu'avec le Sénégal. Mais c'est une information, bien sûr, à prendre avec des pincettes parce qu'on ne connaît pas pour le moment la source de cette info. Mais on sera bientôt fixé. Pour mon ami Diao, je pense qu'il y a quelque chose à préciser. Parce que Sofiane est annoncé partant. Lui, c'est un agent peut-être il peut confirmer, surtout en Bundesliga. Donc, le Monaco, pour pouvoir le faire, il faut le faire beaucoup jouer. Ça, c'est d'un des deux. Effectivement, Crépin a des pépins physiques. Tout à fait. Il faut qu'il fasse de la réathlétisation, c'est ça? C'est ça. Ça ne veut pas dire que... Sofiane, c'est un bon prospect. Non, c'est pas encore bon. Il est bon, hein. Je pense que c'est un bon prospect. Ça a dépassé le stade de prospect. Parce que c'est pour ça qu'il est allé à Sochaux, je pense. Vous vous rappelez de celui qu'on disait qui va succéder à Zidane, comment il s'appelle là? Kamel Meriem. Kamel Meriem. Il y a un autre Martin, je ne sais pas quoi. Ils ont fait une saison, 2 fois après, ils ont disparu de la circulation. Le futur remplaçant de Zidane. C'est ça. J'espère le meilleur pour lui. Tout à fait, bien sûr. Mais sauf que lui, je doute que Monaco le vend parce que... Il était dans le pipeline, quand même. Mais quand même, quand on voit son match en Ligue des Champions l'autre jour, on se dit que Monaco peut encore l'entretenir pour le vendre beaucoup plus cher puisque c'est un club vendeur. Exactement, c'est parce que Monaco a une politique vraiment particulière. Donc pas de surprise si ils vendent aux 5 joueurs. Mais ils peuvent se dire que ce jour-là, s'il continue sur cette lancée en fin de saison, on peut le vendre à 50 millions d'euros. Voilà, donc ça c'était notre petite parenthèse puisqu'on était en train de parler un peu de l'équipe nationale. Maintenant on va parler un peu de notre fédération sénégalaise de football avec, donc vous le savez, cet élargissement du comité exécutif acté, cette réforme des textes, le règlement de gouvernance. La FSF ne perd pas de temps et veut mettre en branle, en tout cas c'est ce qu'elle semble vouloir montrer, les jalons du consensus. Le COMEX s'est réuni moins d'une semaine après l'AG élective pour officialiser donc les noms des 8 cooptés et installer des commissions qui vont travailler sur les différentes promesses. Marcel Maoun. Moins d'une semaine après l'Assemblée générale élective, très médiatisée du 7 août 2021, la Fédération sénégalaise de football a effectué sa première réunion de travail. Une équipe élargie, avec un comité exécutif qui passe désormais de 23 à 31 membres. L'Assemblée générale avait voté une résolution dans ce sens-là. Et dans l'esprit bien compris du consensus, et dans ce cadre, le comité exécutif a décidé de coopter comme membre pour participer aux réunions et au travail des différentes commissions du comité exécutif. Messieurs Louis Lamotte, Monsieur Mbaye Diouf Dia, Monsieur Eliman Lam, Monsieur Amara Traoré, Monsieur Lat Diop, Monsieur Aliou Dabo,
M. Samsidine Diatta et M. Babacar Ndiaye. En attendant l'installation prochaine de ces 8 cooptés, le COMEX a installé les membres du comité d'urgence. Il est composé du président de la Fédération sénégalaise de football et des 6 vice-présidents. Le 8e membre sera un président de commission qui sera choisi parmi les membres des commissions permanentes qui n'ont pas encore été installées. Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche consensuelle, le COMEX a installé une commission chargée de travailler sur la réforme des textes, ainsi qu'une autre commission chargée de rédiger le règlement de gouvernance de la Fédération sénégalaise de football. Cette commission a pour mission principale de définir les termes de référence de la révision générale, en l'étendant au texte de tous les démembrements de la Fédération et particulièrement à la Ligue professionnelle, de proposer des membres du groupe d'experts qui vont travailler à l'identification des axes de modification des statuts et des différents textes réglementaires, à la fixation d'une feuille de route claire. La Fédération sénégalaise de football ne semble pas vouloir perdre de temps à l'aube de son nouveau mandat. En plus des compétitions à gérer, Coupe du Monde de Beach Soccer, éliminatoire Coupe du Monde 2022, Cannes 2022, il y a des promesses à respecter. Voilà, merci Marcel Mahoun. Alors, Salif, est-ce rassurant de voir une réactivité dans la mise en place, en tout cas, de ces promesses consensuelles? Ils ont besoin de donner des gages quand même aux gens, parce que ça, c'est pas... C'est vrai que, bon, il a survolé l'élection, hein, le président Senghor, mais il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de critiques, aussi bien du monde sportif que des gens hors du sport. Donc, il faut donner des gages, c'est-à-dire la première chose à faire, accepter ceux qui ont passé, les gens qui ont été cooptés. Ils ont fait la campagne pour la plupart du temps, que ce soit le président Amara Traoré, que ce soit Mbaye Diouf Dia à un certain moment. Bon, l'autre, la mode n'était pas en campagne, mais c'était lui le grand penseur de ce consensus là-bas. C'est normal de donner des gages. Je pense qu'il y a certains choix qui sont très forts. Quand je vois le directeur général de la LONASE quand même, intégrer, excuse-moi, je suis en train de faire de la publicité peut-être. Non, oui, mais bon. Mais intégrer... Le président aussi de Guédiawaye FC, comme ça. De Guédiawaye? Oui, c'est le président. Babacar Ndiaye qui est de TFC, qui n'était pas candidat. Actuellement, c'est ce qui se fait de mieux quand même dans la gestion des clubs dans notre pays, qu'ils soient cooptés dans ce qu'il a. Mais c'est pas ça qui dérange en fait. C'est pas ça qui est un peu dérangeant, qu'ils soient cooptés au lieu oui, d'être en fait, élus. c'est pourquoi le premier chantier, ou bien l'un des premiers, ça doit être la réforme des textes. C'est au Sénégal seulement qu'on élit les gens comme ça. Non, non, non. On doit élire les gens par équipe. Quand je suis d'accord avec toi, on est dans la même équipe. Ça se passe en Côte d'Ivoire, en France, dans tous les pays du monde maintenant. Depuis le changement des textes à la FIFA. Parce que nous, on a les premiers changements de textes de la FIFA. En 2009, ça n'a pas évolué. En 2016, la FIFA a fait en février 2000, l'Assemblée générale d'Istanbul, ils ont fait de nouveaux textes. Ils ont demandé à ce que maintenant le président ne peut pas faire plus de 3 mandats. Ils ont changé, les gens viennent par équipe. Quand je veux être président de la fédération, je vous choisis dans mon équipe. Après, à la fin, je dirais, Silla va s'occuper du foot amateur, d'autres football, et ainsi de suite, ça se fait. Nous, on est un peu dépassés, c'est désuet. Je pense oui, mais maintenant, ils ont besoin. C'est bien qu'ils donnent des gages. C'est ça l'importance aussi de la candidature. Histoire de rassurer, quoi. C'est ça, la candidature de Challenger Madi Touré, il a une force de proposition. Je disais à Babacar Ndiaye, moi, je pensais qu'il devait être candidat, même s'il va perdre derrière, mais parce que ça soit une force de proposition. C'est ça l'importance quand même de la démocratie. Très bien. Alors, très rapidement, on va parler aussi de la reprise des compétitions parce que ça a aussi créé certainement des difficultés pour certains clubs. On avait arrêté pratiquement depuis le 16 juillet avec le dernier match de championnat. Désormais, on parle encore des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal ce mercredi avec Douane Niambour. C'est un match en retard des 16e de finale. Ensuite, le week-end, il y aura NGB contre Demba Diop, Bouillon GF Djambar et Jaraaf contre Renaissance de Yoff. Des matchs à huis clos, faut-il le rappeler. Mais aujourd'hui, il y a quand même un souci par rapport à cette coupure dans les compétitions, la gestion des effectifs. Paraît-il qu'il y a des clubs dont les joueurs sont partis qui ne sont pas payés. Et maintenant, il faut les rappeler pour faire jouer les compétitions. Et le paiement donc de ces salaires. C'est-à-dire, on était parti pour gérer un calendrier. Aujourd'hui, on se retrouve encore à devoir, entre guillemets, colmater. C'est vrai qu'avec la troisième vague du Covid aussi, ça... Oui, c'est vrai qu'il y a des cas de faute majeure, mais aussi il y a un problème d'organisation, d'une façon générale. Dans tous les pays du monde, en France, bon,
un mois ou 2 mois avant, les gens commencent déjà à jouer les préliminaires de la Coupe de France. Pourquoi au Sénégal on ne ferait pas ça? Pourquoi il faut penser à ça? Parce que la Coupe, quand même, la Coupe nationale, c'est une compétition extrêmement importante. Je pense qu'il faut faire une meilleure programmation. Ensuite, l'autre chose, quand même, l'administration de la fédération, elle ne fait pas partie des élections. C'est des emplois de la... Mais pourquoi le football doit s'arrêter parce qu'il y a des élections? Je pense qu'il faut repenser à ça. C'était pas à cause de cette troisième vague-là dont parle Manfatou. Il y a ça aussi, Mais ils ont continué à jouer jusqu'à récemment. Le championnat est terminé quand même. Hein. Mais il faut une meilleure gestion des compétitions. C'est vrai, parce que avant cette troisième vague, on savait que la Coupe du Sénégal ne pouvait pas terminer. C'est ça, attends. Je pense qu'il faut faire une meilleure gestion des compétitions sur le plan national. Et sachant que cette Coupe du Sénégal, c'est pas que elle n'a pas d'intérêt, mais aujourd'hui le vainqueur de cette Coupe du Sénégal ne représente pas le Sénégal en compétition africaine. Donc voilà, bon, c'est vrai que des clubs doivent être en mesure, les clubs professionnels doivent être en mesure de payer leurs joueurs 12 mois sur 12. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Sans autant vouloir, parce que je suis en train de monopoliser la parole, malheureusement. C'est l'un des chantiers de la Ligue professionnelle. Il faut avoir, en France, comment ça s'appelle, le DNCG, c'est ça? Il faudrait, même quitte à avoir une Ligue professionnelle à 14 clubs, c'est mieux d'avoir 14 clubs que 28 clubs où les 3/4 ne vont pas payer des salaires. Et je pense que ça doit être le plus gros chantier, pas seulement de la Ligue professionnelle, mais même de la Fédération sénégalaise de football. Parce que ça, non, c'est incroyable. Nous avons une ligue qui s'est dit professionnelle. C'est-à-dire là, Salif parlait des textes au niveau des réglementations, mais ça doit être pareil. Je crois que la Fédération sénégalaise doit organiser tout ça dans toutes ses composantes. Les joueurs même, les clubs qui vont signer des contrats ou bien ils vont faire jouer des joueurs sans contrat. Comment on peut comprendre que des joueurs, par exemple, qui vont partir en vacances ou bien sans salaire ou bien ils ont des retards, ça aussi c'est un problème. Donc après, ça peut se comprendre pourquoi aller jouer alors que vous avez des arriérés de salaire. Il y a des joueurs qui jouent dans le championnat sans salaire. Il faut les faire revenir pour jouer la compétition. Comment on gère ça? Parce que c'est problématique. Il y a cette coupure dont parle Manfatou physiquement quand même. Cette coupure en impact. Parce qu'un mois d'arrêt, les joueurs professionnels, leurs vacances durent 3 semaines, un mois. À la fin de la phase allée, c'est combien de temps même? C'était la même chose. À la fin de la phase allée. Vous avez fait une grosse et longue coupure aussi. Et là, ça nécessite encore une préparation. Et cette préparation a un coût. Et on a 2 clubs qui vont jouer en Afrique. Ils connaissent leurs adversaires. Ils vont jouer, je pense, au mois de septembre. Et là, c'est problématique. Bon, c'est une saison qui ne se termine pas, en fait, quelque part, pour certaines équipes. Les Yaraf est gentil. Ils ont laissé partir leur attaquant la Pamdiaye au Roya. Tout à fait. L'autre, la Tengue, a laissé partir Papousman au Simba. Et bien, dans le pipeline, il y a Djibril Silla qui doit aller au Maroc aussi. Je sais qu'à Génération Foot aussi, il y a des joueurs qui sont dans le pipeline en train de partir. Donc c'est un problème, il faut gérer ça. Alors on va justement parler de ce tour préliminaire de Ligue africaine des champions et de la Coupe CAF. Donc juste pour vous donner les adversaires de nos 2 représentants, Teungueth FC qui va donc affronter l'ASEC Mimosa, donc l'équipe ivoirienne, la grande équipe d'antan. Je pense qu'elle a perdu un peu de sa superbe depuis lors. Donc comme vous le voyez, les dates aller 10-12 septembre, retour 17-19 septembre. Et pour Djambar, ce sera une équipe guinéenne du nom de Wahria Athletic Club. J'avoue que je ne connais pas du tout cette équipe, mais bon, on espère qu'elle ne sera pas trop... Voilà, qu'elle soit pas une foot de guerre. Mais non, l'ASEC Mimosa, c'est vrai quand on entend l'ASEC... Bon, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière aussi avec le Raja. Mais l'ASEC Mimosa, je sais que c'est plus l'équipe ivoirienne dominatrice de ce championnat, quoi. Et le Teungueth FC a la chance d'avoir plus de matchs dans ses jambes que l'ASEC, parce que le championnat ivoirien, cette année, c'est sur 2 poules. Ils ont fait 2 poules, ensuite ils ont fait ce qui est Super D2. Les 4 premières équipes ont joué 3 matchs chacune. Comme ce qu'on faisait nous à l'époque. Exactement. Donc, et puis bon, quand tu élimines le Raja de Casablanca, sans pourtant avoir du respect pour les autres, tu dois pas fixer d'objectifs. C'est ça qui leur a coûté même peut-être une mauvaise participation en phase de poule. Quand tu te rappelles de le match contre l'Espérance de Tunis en Tunisie, ils marquent les premiers, ils avaient des occasions, ils encaissent derrière un but cadeau. L'arbitrage était... Non, c'est parce que je pense que c'est surtout l'expérience. L'expérience à ce niveau-là. Ils ont laissé filer des matchs, je pense, s'ils y croient un peu à leurs moyens. Mais les noms effectivement étaient ronflants. Espérance de Tunis, Zamalek, l'équipe algérienne là, comment ça s'appelait encore. Oui, il faudrait maintenant qu'ils sachent qu'aujourd'hui,
Pape Ousmane Sakho est allé au Simba. C'est une équipe qui joue régulièrement les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc tous les autres joueurs de Teungueth FC doivent se dire que si Pape est arrivé là-bas, c'est vrai que c'était le leader technique d'attaque de Teungueth FC. Nous aussi, on peut le faire. Les autres ne sont pas meilleurs que nous. Ils jouent dans des clubs qui sont plus nantis, mais ils ne sont pas meilleurs que nous. Et puis, c'est une formidable plateforme pour se vendre, la Ligue des Champions. Je ne sais pas quand même comment est-ce que la CAF va organiser cette double confrontation, parce que la situation sanitaire à Abidjan, je pense que ce n'est pas la même qu'à Dakar. Est-ce que la SEC va jouer avec ces 30 000 supporters et Teungueth ici à huis clos, quand même, ça va être extrêmement difficile, parce que la SEC, c'est vrai, ce n'est plus cette équipe qu'on a connue. Je ne suis pas sûr qu'il y a 30 000 supporters aujourd'hui. Bon, mais quand même, on ne sait jamais. Mais quand même, c'est un match, c'est un derby entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et on sait que ces matchs-là... Et il y aura un derby aussi entre le Sénégal et la Guinée. Pourquoi tu me donnes les Mauritaniens. Non, mais vraiment, j'avais même pas pensé à ça. Je parlais surtout de... I'm just joking. C'est un dialogue de la Mauritanie. Ça m'a fait rire. On sait que... Il y a 2 dialogues, c'est vrai. Mais bon, après, on sait que aussi les Guinéens, quand ils rencontrent les Sénégalais, ils sont hyper motivés. Super motivés. Bon, cette équipe, vous la connaissez pas franchement, vraiment? un peu moins que on connaît plus le Royal, Afia. Bon, en tout cas, reprise, les manches allées, comme vous l'avez vu, 12-13, et les manches retour, donc une semaine après. Bonne chance, en tout cas, à nous, de représentants. À présent, nous allons faire un peu plus parler Bassirou, qui nous a écoutés avec beaucoup d'attention durant presque 1 heure. Mais maintenant, c'est à son tour de nous parler aussi de son travail. Je pense que c'est très important en ce moment de parler des transferts, parce que nous sommes justement dans ce contexte qui s'appelle le contexte Covid. Avec donc beaucoup de joueurs qui sont d'ailleurs annoncés un peu partout et qui finalement n'y vont pas. Alors vous, en tant qu'agent, je rappelle, vous êtes agent de joueurs affilié à la Fédération anglaise de football. Comment en fait les agents en tout cas travaillent sur cette période avec la pandémie? Comment ça impacte sur votre travail? Actuellement, c'est un peu compliqué. Donc, je crois que la pandémie a touché tous les secteurs d'activité, donc le sport aussi compris. Donc nous, le problème, c'est surtout administrativement parlant. Nous, par exemple, le Sénégal, notre agence s'appelle Playmaker Sport Agency. Donc, nous sommes basés à Londres, nous avons un bureau à Paris. Donc nous, les difficultés qu'on a eues actuellement, c'est actuellement depuis un peu plus d'1 an, c'est administrativement, c'est pour faire venir les joueurs, pour les essais. Les démarches administratives pour les visas. Les clubs actuellement ne délivrent presque pas d'invitation. Donc c'est vraiment compliqué actuellement pour faire venir les joueurs de l'Afrique. Donc ce qui est plus facile, c'est ceux qui sont déjà installés en Europe. Donc ça c'est la première difficulté. Donc la deuxième, exactement. Donc la deuxième, c'est l'effet crise sanitaire, crise économique. Donc les clubs sont endettés, ils n'ont pas assez d'argent. Donc même si les clubs ont envie de recruter, ils n'ont pas assez de moyens pour proposer des contrats aux joueurs. Donc du coup, c'est ça la difficulté. Donc c'est ce qui a mis un coup de frein par rapport à ça. Très bien. Donc vous travaillez moins? Oui, on va dire ça comme ça. Ouais, mais on continue toujours quand même de s'accrocher. Ouais, par exemple, nous récemment, on a fait signer un joueur en République tchèque, un Sénégalais. Donc, mais c'est pas comme les autres années. Elle s'appelle Tidiane Ba. Non, il était déjà en Slovaquie. En Slovaquie, il a vécu là-bas, il a joué là-bas pendant 5 saisons. Alors après, il a fait des essais par-ci, par-là, et finalement, il y a 2 semaines, il a signé en République tchèque. J'avais lu un article où on parlait en fait des difficultés notamment de la Ligue 1 avec non seulement les droits télé, et qu'a priori en fait si on y fait gaffe d'ici quelques années cette ligue pourrait même aller à la faillite. On est à plein dedans. Donc le cas dont on parle actuellement, par exemple le cas de Messi, le problème que la Ligue a eu, même si ce n'est pas un problème de droit, mais c'est toujours la crise. Donc à un moment donné, Barça ne pouvait pas retenir Messi. Donc vous savez, en Espagne, il y a par exemple la limitation des salaires est fixée à 70%. Et à un moment donné, Messi donc, ne faisait pas partie de ce risque-là. Donc il ne pouvait pas rester. Donc s'il restait, l'institution de Barça allait souffrir. Donc à un moment donné, il faut partir. Donc les droits de télé en France avec Mediapro, qui a quitté. Mediapro, c'était ça. Donc on parle actuellement du foot
actuellement pendant la crise. Mais je crois qu'il faut revenir un peu en arrière de l'après-crise. Parce qu'à un moment donné, je crois que le monde du football s'était lancé dans un engrenage qui a du mal à prendre un grain de sel. Et donc du coup, à un moment donné, parce qu'ils faisaient des transferts, ils se finançaient entre eux-mêmes. Après, le fair play financier n'est pas aussi fair play que ça. Donc du coup, quand la machine est en panne, donc tout est bloqué. Et actuellement, je crois qu'on est en train de vivre ça. Tout à fait. Donc les clubs, du coup, actuellement, ils sont vraiment... Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Espagne est le pays le plus touché? Parce Il y a qu'on a beaucoup. vu le départ de Cristiano, on a vu le départ maintenant de Messi. Après, Je pense même qu'ils Ramos, avaient- c'est un grand joueur. Voilà. Pourquoi après il est parti? Mais donc, quand Florentino Pérez avait dit que oui, la Super League, tout est lié. Pourquoi la Super League? Parce qu'à un moment donné, les clubs n'avaient plus d'argent. Ils sont vraiment endettés. Donc la Super League, c'était quoi? C'était en quelque sorte pour compenser un peu. Au niveau de la Champions League, par exemple, il y a eu moins de matchs. On a joué des stades, des matchs à huis clos en fin de saison, avec donc, les droits de télé, les billetteries. Donc les clubs, ils sont vraiment endettés. Et ce qui est bizarre dans cette affaire, en fait, c'est que les clubs qui sont moins touchés de la crise, c'est ceux qui sont en train de s'en sortir actuellement. Donc quand je disais que le fair play financier n'est pas aussi fair play que ça, parce que vous signez tout à l'heure la DCNG, l'organe de contrôle au niveau de la France, donc qui était là, qui arbitrait, mais là actuellement c'est assoupli. C'est assoupli. C'est lié au Covid, tout à fait. Donc du coup, ils ne peuvent pas ne pas accepter l'argent frais. Les clubs, c'est des entreprises. C'est des entreprises. Donc à un moment donné... C'est des clubs, c'est des entreprises, mais aussi il y a des clubs État. Par exemple, c'est le cas du Paris Saint-Germain, de Manchester City. Non, parce que vous parlez de... Donnez l'exemple du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, en l'état actuel, s'ils étaient en Liga, ils n'allaient pas pouvoir signer Messi. À cause de cette limitation de salaire dont vous avez parlé, de ces 70%-là. Alors c'est actuellement le PSG est exonéré par la France et l'UEFA. Ils ne contrôlent pas. Et c'est valable jusqu'en 2024. Il y avait 5-6 ans. Qui était le sponsor de Barcelone? C'est pas Qatar Foundation? Oui. Ils n'ont plus l'argent des Qataris, non? Non, on ne dit pas. Non, on ne dit pas aux Catalans. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'était valable aussi pour Manchester City. Et qui a Manchester City? C'est Abu Dhabi. C'est un autre club État. Et l'argent provient... Même procédé, après Manchester City avait des problèmes, après au final. Et par exemple, le Paris Saint-Germain, par exemple, quand on prend l'exemple du Paris Saint-Germain, je trouve que ce club n'aide pas suffisamment les autres clubs du championnat français. Le Paris Saint-Germain, il n'achète pas des joueurs du championnat ça c'est vrai, mais dans l'autre sens, aujourd'hui, beaucoup de télévisions vont acheter des droits du championnat de France, de la Ligue 1 française. Donc ça va, ce que... Pour le moment, c'est pas le cas. Oui, il y a pour le moment, c'est pas le cas. Parce que Amazon a signé déjà avant l'arrivée de Messi. Amazon peut revendre le truc à d'autres structures, à d'autres boîtes de qui là. Par exemple, à un certain moment, si la Liga a eu beaucoup d'argent, c'est parce qu'elle a pu attirer de grandes stars. Je me rappelais bien, j'étais un jour dans un petit déjeuner de presse avec un représentant de la Liga. Quand Neymar a quitté Barcelone pour aller à Paris, mais beaucoup de sociétés médiatiques brésiliennes ont arrêté de prendre les droits de la Liga. Ils ont préféré se tourner vers la Ligue 1 française. Aujourd'hui, ils ont perdu Neymar, Ronaldo, Ramos, et Messi pour la fin. Mais on va voir, ça va impacter positivement sur le championnat de France par rapport aux autres clubs. C'est ce que le président Noël Le Graët disait, le ruissellement. C'est-à-dire que forcément, le truc du PSG là va ruisseler sur les autres clubs français. C'est vrai, ça aurait été mieux s'ils achetaient des joueurs dans les autres clubs français. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi ça crée une disparité énorme en fait entre les clubs. Maintenant, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un gentleman agreement, c'est-à-dire que limiter la masse salariale des joueurs. Comme ça se fait en basket aux États-Unis. Salary cap. Ouais, c'est ça. C'est le salary cap. Et si tu le dépasses, mais exactement. Il y a des salary cap. Mais là, après, on va continuer toujours au même truc. Donc, du coup, ça va créer une disparité. Après, c'est bien pour le PSG. Après, c'est bien médiatiquement. Messi est là. Mais après. Pour les autres clubs, ça ne les sort pas forcément de leur marasme économique. Après, attendons le cas de Mbappé pour voir. Très bien. Alors justement, parlons un peu de ces joueurs qui aujourd'hui, on se rend compte, il y a un phénomène que moi je note dans ce milieu du football. Par rapport, vous, à votre métier, ces joueurs qui déjà veulent attendre la fin souvent de leur contrat pour pouvoir signer libre là où ils veulent et toucher les commissions,
et ces joueurs aussi aujourd'hui qui emploient leurs proches comme agents pour justement affaire quoi. C'est-à-dire la commission, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire la commission revient à la famille. Alors, aujourd'hui, est-ce que ça ne remet pas en cause tout simplement votre métier? Oui, il y a des agents qui sont contre ça. Donc, vous savez, depuis quelques années, donc, on ne dit pas agent FIFA. Conseiller. Oui, aujourd'hui. Conseiller, maintenant c'est aux fédérations. La FIFA a délégué ça aux fédérations. Quelqu'un veut être agent, il va s'affilier à la fédération sénégalaise en respectant tous les critères, le casier judiciaire, la caution d'1 million, etc. D'accord. Okay. Plus besoin de passer l'examen? Non, maintenant il n'y a plus besoin de ça. Mais il y a d'autres pays, par exemple la France, reste quand même. Toujours, parce qu'ils ont fait ça. Donc c'est vrai que la FIFA a délégué, mais les États, les pays aussi, ont leur propre législation. Donc c'est le cas de la France. La France, il y a toujours le système d'examen. Donc maintenant, les gens qui vont créer, amener les membres de la famille, ils vont créer comme auto-entrepreneurs, etc., comme conseil. Il y a des agents qui en déplorent. Mais moi, je trouve, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple du cas de Nicolas Anelka. Vous vous rappelez quand Nicolas Anelka quittait l'Angleterre pour aller au Real de Madrid, je crois qu'en tout cas, dans mes souvenirs, c'était l'un des premiers joueurs qui a fait amener ses proches. Ses deux frères. À l'époque, je me rappelle, les médias français, ils étaient durs avec Nicolas Anelka. C'est quoi ce business, pourquoi ses frères, etc. Mais aujourd'hui, Nicolas Anelka, parce qu'il a été l'un des initiateurs, aujourd'hui des membres de la famille. Je donne l'exemple de Sergio Ramos qui est aujourd'hui au PSG. C'est son frère qui gère Ramos. Antoine Griezmann, c'est sa sœur, Aude. Et Neymar, c'est son père, etc. Messi aussi. Messi, son père. Messi. Donc, pour moi, si les membres de la famille ils ont les compétences, je ne vois pas de mal, ça peut se comprendre aussi. Par contre, il y a actuellement le joueur que tout le monde veut, qui a un agent et qui a en même temps son père avec lui, c'est Alain, qui est coaché par Raiola. Et il y a son père, et c'est ce qui le rend plus cher. Parce que quand tu vas le signer, il faut qu'une commission pour le papa et l'autre pour l'agent. Exactement. Donc du coup, après ça peut se comprendre, mais ce n'est pas parce qu'il y a des membres de la famille qu'ils vont faire une bonne gestion. Donc, mais s'il y a des membres de la famille qui ont des compétences, oui, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des membres de la famille... Mais qui sont ces membres de la famille qui ont des compétences souvent? C'est ça. Il y en a quand même. Il y en a. Vous savez, dans ces milieux-là, par exemple, il y a beaucoup... C'est fréquent en Allemagne. J'ai donné en Allemagne et aussi en Angleterre. Welbeck, par exemple, c'est ses frères. C'est de plus en plus. Et après, il y a d'autres cas aussi. Pourquoi? Parce que c'est le milieu, le sport et le foot, c'est le sport le plus populaire. Donc il y a des enjeux financiers, donc c'est pourquoi on parle d'argent, il y a beaucoup d'argent, bon, tout le monde veut signer. Est-ce que c'est légal? Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi la conférence de presse de Laporta, le président du Barça, qui dénigrait la gestion de son prédécesseur. Il a parlé d'un transfert, je pense que c'était Malcolm, d'un transfert à 40 millions d'euros. C'était entre Malcolm ou Paulinho. Il a dit que l'agent a pris 8 millions de primes. Et il a jugé ça illégal. Et vous, je ne pense pas que c'est illégal. En fait, le métier d'agent, sauf que je crois qu'il faut réguler. Si vous donnez quelqu'un à la possibilité de négocier, la personne est libre de négocier. Il n'y a pas un cap, salarié cap, on dit l'agent. En France, c'est plafonné à 10%. En France, c'est plafonné à 10%. Mais 10% de combien, c'est ça? 10% du contrat. C'est ça. Maintenant, dans d'autres pays, c'est presque de l'esclavage. Au Brésil, il y a d'autres pays où les gens sont laissés pour compte, c'est pas régulier. Et celui dont il parle, il est brésilien, c'est André Curie, justement. Je vais donner le cas de Pogba, de Juventus à Manchester. Mais on l'a critiqué, mais il n'y a aucune règle qui dit que non, là, on n'a pas le droit de négocier. On lui donne la possibilité de négocier. Donc je crois qu'il faut revoir les textes et dire que ok, pour négocier le système un peu salarié cap, on dit par exemple, comme la France c'est régulé à 10%, d'autres pays disent que ok, il faut qu'on négocie. En fait, je pense que les clubs qui ne jouent pas franc jeu, les clubs qui ne jouent pas franc jeu, ils ont toujours, quand c'est Raiola, il y a un prix, quand c'est Tatampion, un gars qui vient de perpétuer les oeuvres, on donne un certain qui. Non. C'est les. Bon, après aussi, ça, c'est le prestige. Hein. Peut-être de l'agent, la popularité, c'est vrai que dans tous les milieux. Vous allez voir certains jours qui vont laisser leur agent qui était là tout au début pour aller courir. Il y a même maintenant le rappeur américain là même qui a créé une boîte là. Comment il s'appelle là?
Non, non, c'est Jay-Z. Jay-Z, c'est lui qui a Lukaku, je crois. C'est lui qui a Lukaku. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire-là. Maintenant que les joueurs... Et le rôle du directeur sportif dans tout cela. J'en reviens au Paris Saint-Germain avec Léonard. Qui touchait des commissions. On voit qu'il a un marché bien ciblé. Oui, bien sûr. Les Italiens. Après, oui, vous êtes directeur sportif, vous connaissez mieux le marché italien. Donc vous allez avoir vos préférences là-bas. Après, ce serait plus facile pour vous. En fonction de quoi? Vous avez des entrées, on va dire ça comme ça. Non, il y a des rumeurs qui disent que ils se font graisser la patte un peu, quoi, tu vois. Les directeurs sportifs, parfois, c'est à toi et à moi. Je te fais confiance, je te prends ton jour, après tu donnes une ristourne, quoi. Il y a beaucoup d'histoires. Mais je parle de rumeurs, hein. Mais cette rumeur-là, je pense qu'elle est fondée parce que Paris Saint-Germain, c'est à la venue de Leonardo que Ghana a commencé à avoir des problèmes. Il a voulu le faire partir et on se dit que c'est parce que Ghana ne figure pas dans son réseau. Peut-être ça existe. Mais après, le directeur sportif, c'est lui qui est responsable du recrutement. Donc si lui il te veut, après il va te chercher. Donc c'est ça. Tout à fait. Alors parlons aussi de nos joueurs, parce que c'est vrai qu'hier d'ailleurs, ou avant-hier, Salif voulait absolument faire partir Ismaïla Sarr parce que voilà, Ismaïla Sarr il a fait pendant 10. Mais bon, j'aimerais avoir un peu votre avis. Non, attends. Peut-être je peux préciser ma pensée. Je prends Ismaïla Sarr. Il a fait une année à Metz. Il a fait 2 ans à Rennes. Il a déjà fait 2 ans à Watford. Je me dis qu'il doit viser un club du top 10 anglais. Parce qu'il fera moins d'efforts sur le plan défensif. Ensuite, tout le monde connaît ses qualités. Et dans un bon club qui peut encaisser et sortir très vite, Ismaïla Sarr, c'est un joueur qui peut être même dans le top 5. Mais maintenant, s'il va à Watford, j'ai vu leur premier match, les résumés, je n'ai pas vu tout le match. Mais ils ont mené 3-0. Après, ils se sont fait remonter, ils ont failli se faire égaliser. Donc, il va être obligé de beaucoup défendre. Il va perdre parce que quand on défend trop, on perd sa clairvoyance devant le but, ainsi de suite. Sa lucidité. Merci pour le terme. Donc, c'est pourquoi moi, je pense qu'aujourd'hui, Ismaïla Sarr doit viser un truc de... Ça a été une très belle discussion avec moi, mais d'autres personnes, ils ne partagent pas mon avis. Mais moi, c'est mon avis. Après avoir fait 2 ans, nous avons outil de top 10, quoi. Très bien. C'est ça mon avis. Alors, Bassirou, un peu les bankable par rapport à nos joueurs. Donc, il a évoqué le cas d'Ismaïla, on a vu Sadio. Bon, est-ce que oui, bien sûr, non, vous avez une liste là, vous pouvez regarder. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, c'est vrai qu'il y en a certains dont on dit qu'ils doivent partir, c'est le cas de Koulibaly, chaque année on l'annonce un peu partout. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui nos Africains sont valorisés par rapport à leur talent, par rapport à ce qu'ils produisent sur le terrain? C'est vrai que je me rappelle une fois sur un plateau, Abibé disait qu'en fait que si Sadio s'appelait Sadio Igno, qu'il allait prendre le ballon d'or, qu'il allait remporter le ballon d'or. C'est pas faux. C'est vrai que si vous regardez, les joueurs de l'Amérique latine sont, je crois à mon avis, sont plus valorisés par rapport aux joueurs africains. Donc après, pour les raisons, je ne sais pas qu'est-ce qui est... Est-ce que vous travaillez bien pour vos joueurs, par exemple, pour les amener dans les certains... Est-ce que vous avez le réseau nécessaire pour pouvoir négocier, par exemple, avec des Leonardo, avec je ne sais pas qui? Parce que bon, c'est des joueurs, parfois on se dit, ils ne sont pas à leur place. Oui, ça c'est vrai. En fait, tout à l'heure, là, ça lui parlait, il y a un problème de réseau. Avec PSG, ils ont les agents avec qui ils vont travailler, comme Manchester, ils ont les agents avec qui ils vont travailler, etc. Parfois, c'est assez difficile, ils ont tout le réseau. Donc, ce qui explique, vous allez voir une forte communauté italienne, par exemple, au PSG. Peut-être si la donne change, on met par exemple un directeur sportif par exemple, qui est sénégalais, peut-être ça va changer. Après ça aussi, il faut le dire. Nous avons notre compatriote qui est, par exemple... À Leipzig Non, je parle de Omar Daf, à Sochaux. Oui, il a son réseau. Si vous regardez, en termes de nombre de jours, il donne la chance à beaucoup de Sénégalais. C'est vrai. Donc après, ça, on peut... Maintenant, c'est vrai que, à leur juste valeur, oui, je dirais que oui, par exemple, Ismaïla Sarr. On vient de voir Grealish qui rejoint Manchester City pour 117 millions d'euros. Après, je ne sais pas si... Après, il y a son agent qui va faire son boulot, mais peut-être pour des questions de loyauté, ou je ne sais pas, même quand Watford était en Championship, moi, j'étais ceux qui pensaient que non, il ne devait pas encore rester. Je suis en Championship. Il était presque parti, hein, mais après, il est resté. Après, c'est vrai, il est resté.
Il a fait une bonne saison, après... Ismaïla Sarr, on peut lui reconnaître une chose, mais il est entre de très très bonnes mains. De quelqu'un qui vraiment a blanchi sur le harnais, il connaît un peu. Oui, celui il qui laisse a grandir géré un peu. La carrière de Drogba. Drogba, oui. Il va tracer le chemin. C'est ça. Mais par exemple, Sadio Mané aujourd'hui, on en a beaucoup parlé au niveau du Real. Et Sadio, puis après, ça ne s'est pas fait à un moment donné, parce que Zidane le voulait aussi. Et puis... Moi, je suis content pour Sadio pour le moment, pour la bonne, c'est simple raison. Ça ne va pas polluer l'intersaison. Au moins, on sait qu'il va rester à Liverpool. C'est ça. Ah bon? Ouais. Pour le moment, en tout cas. Ouais, pour sûr, le moment. sûr. À moins qu'il y ait des derniers changements les 10 prochains jours. Mais je crois que Sadio va rester à Liverpool. À ce que nous disions tout à l'heure, l'effet Covid en Espagne. Je pense que ça a fermé quand même beaucoup de portes. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, si le Barça avait cette force de frappe financière, le Real Madrid pareil. Messi ne va jamais. Non, même pas Messi, mais Sadio aurait pu venir. Sadio aurait pu venir peut-être au Barça ou au Real, mais actuellement, c'est que le Real, quand même, ils ont fixé leur objectif sur Mbappé. Par rapport aux valeurs marchandes, il y a le poids des médias. Je vous raconte une petite anecdote. Quand Ghana a signé à Everton, je connais un peu les relations, qui était son agent à ce moment-là. Je suis le premier média, l'APS a été le premier média à l'annoncer parce que j'ai eu l'information de première main. Mais quand j'ai vu ça, les gens se posaient des questions. Non, ils viennent. Oui, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, parce que je l'ai écrit, le taf, je l'ai mis sur Twitter. Gars, non, les gars, ils avaient peur de prendre ça même. Mais après, c'est quand Everton était obligé de mettre ça, j'ai poussé Everton à publier l'affaire sur son site. C'est quand qu'il a, mais pourtant, le gars a raison, donc le journaliste sénégalais là, ce jour-là, on a le plus eu de tweets à l'APS que depuis maintenant. Dans ce milieu, tout le monde attend Fabrizio Romano. Exactement. Mais ça dépend aussi du club. Par exemple, tout à l'heure, on parlait aussi de Koulibaly. Koulibaly, par exemple, lui, on sait que le président de Naples, c'est un président quand même un peu particulier. Tout à fait. Il demandait combien au PSG? 85 millions. Oui, un peu. Donc, après, si Koulibaly, c'est vrai qu'il a... Mais bon, si Koulibaly lui aussi s'appelait Koulibaly Ramos, certainement on l'aurait vendu à 85 millions. Mais quand il s'appelle Koulibaly, et le choix aussi de l'équipe nationale. Après, maintenant, il faut voir aussi... Est-ce qu'il va sortir de sa zone de confort? Parce que non, Leonardo, le PSG, ils avaient dit clairement qu'ils ne vont pas payer ça. Après, il faut aller où? En Juventus, la défense, c'est une défense européenne. Après, peut-être qu'il n'y a pas de place. D'accord, il va aller où? Et puis, à son Milan, peut-être? À son âge, quand même, je ne vois pas un club mettre 100 millions d'euros sur lui actuellement. Parce que, exactement, le contexte quand même change tout. Tout à fait. Alors, la petite question avant de boucler sur la dernière question très importante, parce que bon, on sait que dans ce milieu, il y a aussi beaucoup d'arnaques, beaucoup de trucs. Est-ce que le choix aussi de l'équipe nationale influe par rapport à la valeur du joueur? En Angleterre, donc je vais revenir sur ça. Déjà en Angleterre, c'était compliqué avant l'Union européenne, avant qu'il quitte le Brexit. Donc il y a ce qu'ils appellent le work permit. Donc le work permit, l'autorisation de travail, c'est vraiment compliqué pour les joueurs qui ne sont pas de l'Union européenne. Donc ça c'était avant. Donc c'est ce qui expliquait, on a des joueurs africains ou sénégalais qui sont peu représentés en Angleterre. À moins que vous ayez la double nationalité. Bien, maintenant, sinon, il faut faire ses preuves dans les autres championnats, comme ce fut le cas avec Sadio. Sadio, il a fait les beaux jours de Metz, Salzbourg, Southampton, etc. Mais ça, pareil. Metz, après Rennes et tout ça. Même la génération des Dufan. Donc c'est à cause de ce pays. Si vous êtes dans des grands clubs, Watford a le moyen de payer l'autorisation d'Ismaïla Sarr, etc. Ah, il faut payer l'autorisation. Ah, c'est cher. Non seulement le coût, c'est cher, et aussi c'était pas 75% des matchs de l'équipe nationale. Exactement. Donc, maintenant, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le GTE, Governing Body Endorsement. Maintenant, quand un joueur va jouer en Angleterre, par exemple, ils vont regarder le nombre de sélections, U17, U20 ou U23, si c'est un attaquant, le nombre de buts qu'il a marqué, et le championnat local, si par exemple Tenerife FC ou Génération Foot, la position, ils ont terminé combien, un nombre de passes ici. Donc il y a beaucoup de points. Et donc il y a un minimum de points. Après on dit est-ce que tu es éligible pour y aller jouer. Mais sans ça, c'est compliqué. Maintenant, aujourd'hui, les joueurs africains, la difficulté qu'ils ont eue, le joueur brésilien va avoir les mêmes difficultés, même le joueur français. Même si, entre guillemets, peut-être le joueur français va avoir plus de facilité. Mais le fait d'être convoqué en équipe nationale, oui, influe. Donc je vais parler du mot que vous avez employé qui est important, c'est l'arnaque. Oui, par rapport aux agents, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs dire
oui, on m'a demandé 2 millions, 3 millions pour aller pouvoir faire des tests, pour pouvoir aller voyager. Surtout, c'est ce terme, voyager. D'accord. Mais est-ce qu'un agent qui se respecte demande de l'argent à des joueurs pour pouvoir les déplacer? Non, pas du tout. C'est des arnaqueurs. Ok, ça, moi je les non, moi je les Il faut qu'on le dise pour que les gens l'entendent de leurs propres oreilles. Moi je les appelle même pas des agents. C'est même pas des scouts. C'est même pas des scouts. C'est pas des agents, c'est pas des scouts. En fait, j'ai dit que c'est des gens qui font office de passeurs que d'agents. Donc maintenant, le problème aussi de nos jeunes, ils sont pressés aussi de voyager et par n'importe quel moyen. Exactement. Donc l'agent qui va venir, qui va aller bien, parce que c'est insensé de demander un jour que les frais de visa, tu dois payer, les billets d'avion, c'est toi qui dois payer. Il y en a plein, par contre. C'est vrai, hein? Mais C'est pas des rumeurs, hein? non, c'est pas des rumeurs, c'est vrai. Moi, c'est vrai, tu as raison. Mais... moi, chaque fois, il y a des joueurs sénégalais qui m'appellent. Et ces derniers mois même, je vais dire ces dernières années, la tendance c'est la Turquie. Il y a des joueurs qui m'appellent et me disent, ah grand, il y a un agent qui m'a emmené ici, il m'a encaissé 3 millions, 4 millions. Mais parfois, quand ils te racontent des histoires, c'est triste. Des parents qui sont endettés, des terrains qui sont vendus. Non, mais c'est vrai. Voilà, des mamans qui ont en fait, c'est de l'immigration clandestine à travers le sport. Ça, moi, c'est ce que je dis, il faut éviter ça. Donc, au contraire, c'est l'agent qui doit payer pour le jour, mais pas le contraire. Donc, si vous devez venir un agent qui se respecte, c'est le club qui va gérer la lettre d'invitation en disant que tel joueur va venir à une période bien précise, le billet d'avion est pris en charge par le club, l'hôtel l'a pris en charge, l'assurance maladie en cas de blessure, tout est pris en charge. Et vous allez déposer votre visa dans les consulats et vous allez l'avoir. Voilà. Donc il faut essayer de voir les agents qui sont crédibles. Donc, et aussi, les agents aujourd'hui, ils sont affiliés à une fédération. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il est agent, je crois que le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'aller sur le site. Tout est transparent. Okay. Vous allez voir sur le site de la Fédération sénégalaise, est-ce qu'il y a le nom de Bassirou Sakho avec un numéro qu'on appelle AMS en Angleterre. Et c'est pareil en France, vous avez la liste des jeux. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent être proches du milieu des scouts, ou bien qui connaissent des agents, etc. Bien sûr. Mais donner de l'argent, je crois que ça, c'est vraiment dommage. On veut faire de tout le monde des agents d'ailleurs dans ce pays, c'est ça le problème. Alors merci Bassirou, je pense que on a fait le tour. Hein. Je vais juste donner une information et d'ailleurs en profiter pour dire bonjour au directeur de publication de Record. Record.sn, désormais en ligne. Bon, on va concurrencer un peu Salif là. Ah, si. Bon, c'est vrai que vous, c'est la dépêche, mais voilà, Record.sn, c'est en ligne, donc pour avoir toutes les infos fraîches, en plus, donc bien sûr, du journal papier, donc Record, vous pourrez désormais regarder toutes les infos sportives donc sur le site. Il faudra de la rétention d'informations pour la une du journal. Bon, ils vont régler ça entre Bakary et Hubert. En tout cas, aujourd'hui, avec le net, tout va très vite. Donc, quand vous avez des infos de première main, il faut les donner comme ça. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir une visibilité. Derrière, tu fais du bac, tu peux développer, demander des avis. Mais la dépêche, l'information, il faut la donner. C'est vrai, effectivement. Sinon, c'est une denrée périssable. Sinon, ça va pourrir. Ah oui, non, mais surtout avec la concurrence maintenant. Et donc, en parlant de transfert, je vois quand même une dépêche qui me dit que Cristiano Ronaldo s'offre à Guardiola pour jouer à Manchester City. Parce qu'ils ont des problèmes pour signer Harry Kane. Je pense que si ça se fait, ça peut... Ça peut encore... Ça me surprendrait quand même, Ronaldo, Guardiola. Ah mais il y a Messi, Ramos de l'autre côté. Non, je vous parler de Guardiola et Ronaldo. Oui, mais Guardiola cherche actuellement en avançant. Oui, d'accord. Avec Harry Kane, c'est compliqué. J'ai dit, on a tendance à dire qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Jamais, c'est vrai. Mais moi aussi, j'ai dit qu'il faut dire ça maintenant, aujourd'hui, dans le monde du foot. Il ne faut jamais dire jamais. Non, je n'ai pas dit jamais. Et le cas de Messi, je crois qu'en est une parfaite illustration. Tout à fait. Donc, non, je ne dis pas que ça va avoir lieu. Je me pose des questions. Comment ça sera cette cohabitation? Non, tu as parfaitement raison. Les gens ont leurs intérêts à défendre. Si c'est Ronaldo qui va faire son affaire, il ne va pas hésiter 100 000 fois. Il va le prendre, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, on a vu comment, plus ou moins, Harry Kane s'est rétracté. Hein. Finalement, il reste à Tottenham. C'est pas encore fini. En tout cas, le départ à City est incertain, on va dire. Ah, c'est vrai que City, avec mais il cherche un avant-centre. Oui, sauf que maintenant, Levy, le président de Tottenham, lui, ce qu'il disait au début, lui, en fait, il ne voulait pas le vendre à ses concurrents. Harry Kane ne veut pas quitter l'Angleterre. Donc, à un moment donné, Chelsea s'est positionné, on a parlé de Manchester, de City, mais à un moment donné, après, bon, on va attendre. C'est vrai que aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Le gars, il est comme le président de Naples, il est très dur en affaires. Oui, le président de Tottenham. Très bien. Il a fait le transfert le plus cher au monde pendant longtemps.
Très bien. Bon, merci en tout cas Bassirou de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Coach, c'est les vacances? Oui, pas encore. Pas encore. Que nous sommes avec les grandes vacances des enfants. Ok. Mais il y a aussi la petite catégorie, permettez-moi de passer un bonjour au président Sambagé de la Ligue de Dakar, avec qui je travaille comme comité régional. Il y a la compétition des jeunes qui démarre à partir du 21 de ce mois, au niveau régional. Parce qu'on devait démarrer depuis très longtemps. Mais par rapport aux pandémies, à l'arrêt du préfet, c'était difficile de faire jouer les enfants sur des terrains vagues. C'était pas facile à contrôler. Et je pense que maintenant, ils vont démarrer la compétition à partir du 21 de ce mois au niveau régional, au niveau de Dakar. Pour la petite C'est important la petite catégorie. Voilà. Salif, merci. Oh, le plaisir est partagé. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Vieux Diouf est de retour. Welcome back, Vieux. Pour la réalisation. Les Lions du basket reçoivent le drapeau demain. Oui, effectivement. Les Lions du basket reçoivent demain à 11h au ministère des Sports, effectivement. Non, au Dakar Arena. Ah, au Dakar Arena ouais, c'est ça que j'ai lu dans le communiqué du conseil en communication du ministère des Sports. Ah, oh, d'accord. Autant pour nous alors. C'est certainement pour respecter les mesures barrières et se donner plus d'espace. Donc Dakar Arena pour la remise du drapeau. Et puis voilà, merci donc à toute l'équipe technique, je le disais. Momodou pour la coordination, les monteurs Abadokoura, Youssou, au son Aziz, Demba est mort pour les réglages. Bon, on fait un coucou aussi à Baïla du côté de Saint-Louis. Excellente soirée et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir.